Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le monstre de la forêt ». Cette histoire est écrite et réalisée par le monde des enfants. Nous allons débuter cette vidéo. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour nous soutenir. Merci par avance à toi. Allez, c'est parti. Le monstre de la forêt. Chapitre 1. Le départ. Le soleil se leva majestueusement sur l'école du petit chêne, dissipant les dernières ombres de la nuit. À l'aube, les élèves, agités d'excitation, se rassemblèrent devant l'entrée, leurs sacs à dos rembourrés de provisions soigneusement préparées par leurs parents. Les sandwichs au beurre de cacahuète étaient enveloppés dans du papier ciré. Les pommes lustrées brillaient dans la lueur matinale et les biscuits au chocolat exhalaient un parfum alléchant. Lucas, les yeux pétillants, tourna son regard vers Zoé. « Tu crois qu'il y aura des animaux dans la forêt ?» Zoé sourit, contemplant l'inconnu qui les attendait. « Je l'espère, Lucas. Ça serait tellement génial !» Chapitre 2. À la forêt. Le bus scolaire débarqua les élèves en lisière de la forêt enchantée. Dès qu'ils descendirent, un doux mélange de senteurs forestières les enveloppa. L'air était empreint de la fraîcheur des pins et le chant des oiseaux résonnait comme une symphonie de bienvenue. Madame Dupont et Monsieur Martin les attendaient, un air d'anticipation éclairant leur visage. Ils répartirent les enfants en petits groupes, chacun équipé de son sac à dos, bourré d'enthousiasme et de curiosité. Sous la canopée verte, les rayons du soleil perçaient en éclats dorés, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sol forestier. Chacun des élèves sentait l'aventure s'ouvrir devant lui alors qu'il s'enfonçait dans ce lieu mystérieux. Chapitre 3. Les bruits étranges. Alors qu'ils avançaient sur un sentier forestier étroit, les enfants furent enveloppés par une atmosphère de mystère. Les feuilles des arbres bruissaient doucement, comme si la forêt elle-même chuchotait des secrets. Soudain, des bruits étranges rompirent le silence. Un craquement de branches, des pas lourds qui semblaient s'approcher. Les visages des enfants se tendirent, leurs yeux scrutant les sous-bois. Zoé murmura. « C'est quoi ça ?» Lucas, l'oreille aiguisée, tendit l'oreille. « Ça ressemble à des pas lourds !» dit-il, sa voix teintée d'excitation mêlée de crainte. Chapitre 4. L'apparition de l'ogre. Les bruits étranges se firent plus intenses, se rapprochant de plus en plus. Les enfants s'immobilisèrent, le cœur battant. Soudain, une
silhouette massive émergea derrière un imposant chêne. C'était un ogre, une créature imposante avec une peau vert olive, des bras musclés et des dents acérées qui brillaient dans la lueur tamisée de la nuit. Les yeux grands ouverts, ils observèrent cet être légendaire. D'une voix tonitruante, l'ogre gronda. « Qui ose entrer dans ma forêt ?» Les enfants, tétanisés par la surprise, ne savaient que faire. Chapitre 5. La parole de Lucas. Les yeux énormes de l'ogre étaient fixés sur les enfants, les scrutant d'un regard affamé. La tension dans l'air était palpable. C'est alors que Lucas, l'enfant curieux et courageux, se leva légèrement sur la pointe des pieds. « Nous sommes des élèves en classe de découverte », déclara-t-il d'une voix tremblante mais résolue. « Nous ne voulions pas vous déranger, monsieur l'ogre. Nous sommes juste là pour découvrir la nature. » Les mots de Lucas furent comme une brise douce dans la forêt silencieuse, brisant la peur qui avait enveloppé les autres enfants. Ils fixèrent tous l'ogre, attendant anxieusement sa réponse. Chapitre 6. L'ogre réfléchit. L'ogre, surpris par la bravoure de Lucas, plissa ses yeux jaunes en signe de réflexion. Un silence tendu plana pendant un moment. Puis l'ogre dit lentement, d'une voix grave. « Découvrir la nature, hein ?» Il croisa ses bras puissants sur sa poitrine écailleuse. Les sourcils broussailleux se fronça. La forêt sembla retenir son souffle alors que tout le monde attendait sa réponse. Finalement, après un moment qui sembla durer une éternité, l'ogre lâcha un grognement profond et hocha la tête. « Eh bien, déclara-t-il, je suppose que c'est bien mieux que de me manger. » Chapitre 7. L'échange de connaissances. Un sourire inattendu éclaira le visage rugueux de l'ogre. Il se pencha et, d'un geste délicat, malgré ses mains massives, ramassa une feuille d'érable tombée. « Alors, les enfants, commençons par le commencement, » dit-il d'une voix plus douce. Il leur apprit à distinguer les différents types d'arbres, à reconnaître leurs feuilles et à deviner leur âge. Les élèves écoutaient avec une fascination grandissante, chacun suspendu aux lèvres de l'ogre. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'ogre leur dévoila les secrets cachés de la forêt. Ils apprirent à suivre les empreintes des animaux, à reconnaître les chants des oiseaux et même à allumer un feu de camp en toute sécurité. Cette journée était en train de devenir une aventure qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Chapitre 8. Une journée inoubliable.
Les heures s'écoulèrent comme un ruisseau rapide. Les enfants étaient suspendus aux mots de l'ogre, buvant ses connaissances comme une potion magique. Les rayons du soleil se faufilaient à travers le feuillage dense, peignant des motifs d'or sur le sol de la forêt. Le moment vint finalement où le soleil amorçait sa descente dans le ciel. Zoé, les yeux brillants d'émerveillement, rompit le silence. « Merci, monsieur l'ogre, pour cette journée spéciale en forêt. » L'ogre esquissa un sourire bourru. Il se sentait satisfait d'avoir partagé son monde secret avec ces jeunes aventuriers. Chapitre 9. Le départ de l'ogre. L'ogre, avec un regard mélancolique, observa les enfants qui s'apprêtaient à partir. Sa silhouette massive était éclairée par les derniers rayons du soleil. Il sembla hésiter un moment, puis il fit un clin d'œil complice à Zoé et Lucas, les enfants intrépides qui avaient osé lui parler en premier. Sans un mot, il tourna les talons et s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Les arbres semblaient se refermer derrière lui, le dissimulant à leurs yeux, comme par magie. Les enfants restèrent immobiles pendant un moment, puis ils se dirigèrent lentement vers le bus scolaire, le cœur rempli de gratitude et de respect pour cet ogre bienveillant qui avait rendu cette journée inoubliable. Chapitre 10. Le retour à l'école. Le bus scolaire les attendait, un havre de familiarité après cette journée extraordinaire. Les élèves, assis à leur place, évoquaient à voix basse les enseignements de l'ogre. Les souvenirs étaient gravés dans leur esprit, comme les dessins sur l'écorce d'un arbre ancien. Ils reprirent la route, quittant la forêt enchantée derrière eux. Les rayons du soleil couchant teintaient le ciel d'orange et de rose, peignant un tableau magnifique à travers les fenêtres du bus. Alors qu'ils retournaient à l'école du Petit Chêne, les enfants savaient que cette aventure resterait à jamais une histoire à raconter, une journée spéciale dont ils parleraient encore et encore. Mais qui est derrière moi ? Demande le hérisson. Une grenouille, répond la coccinelle. Mais qui est derrière moi ? Demande la grenouille. Un cochon. Mais qui est derrière moi ? Demande le cochon. Un lapin. Mais qui est derrière moi ? Demande le lapin. Un mouton. Mais qui est derrière moi ? Demande le mouton. Une poule. Mais qui est derrière moi ? Demande la poule.
Qui est derrière moi? Demande la tortue. Qui sourit? Mais qui est derrière moi? Demande la souris. Ah oui bon? Oui, qui est derrière moi? Demande le hibou. Les grands méchants monstres! Vite! Sauvez-vous! Et le hibou tombe sur la souris, qui tombe sur la tortue, qui tombe sur la poule, qui tombe sur le mouton, qui tombe sur le lapin, qui tombe sur le cochon, qui tombe sur la grenouille, qui tombe sur le hérisson. Quelle drôle de bestiole! S'exclame le monstre. Et il se jette dessus. Et paf! Un coup de pied dans le popotin. Et vlan! Un coup dans les dents. Et pif! Paf! Le monstre fait un vol plané. Il atterrit dans un bouquet de chardons. Les animaux s'esclaffent tous en chœur. Et il se met à pleurer comme un bébé. Mais qui était derrière moi? Sanglote le monstre. Il était une fois, dans une forêt mystérieuse, une caverne sombre et humide où vivait un être étrange. On l'appelait le monstre poilu. Sa particularité résidait dans sa forme. Il était composé d'une tête posée sur deux petits pieds minuscules et de longs bras qui partaient de ses oreilles. Le monstre poilu ne pouvait jamais quitter sa caverne et se trouvait obligé de se nourrir de rats, car c'était la seule nourriture qu'il pouvait attraper. Pourtant, le monstre poilu rêvait de manger quelque chose de bien plus délicieux. Il rêvait de goûter de la viande humaine, en particulier celle des gens qui vivaient dans le royaume voisin. Chaque nuit, il se couchait en imaginant le goût exquis d'un festin royal. Il se demandait comment il pourrait réaliser son souhait. Un jour, un roi du royaume voisin se retrouva perdu dans la forêt dense, à la recherche de son chemin pour rentrer chez lui. Il marcha et marcha sans trouver de sortie, jusqu'à ce qu'il atteigne la caverne du monstre poilu. Effrayé par l'aspect terrifiant de la créature, le roi s'agenouilla et implora sa grâce. Il lui promit de lui ramener la première personne qu'il rencontrerait sur son chemin, en échange de sa liberté. Le monstre poilu, intrigué par cette proposition, fixa le roi de ses yeux perçants et répondit: « Je t'écoute, roi, mais ne trahis pas ta promesse, sinon ta vie sera la mienne. » Le roi, reconnaissant de cette opportunité de survie, accepta de tout cœur. « Je promets, et je te ramènerai la première personne que je rencontrerai sur mon chemin. » Le roi, ayant échappé de justesse à une fin tragique,
revint dans son royaume et raconta la terrible histoire à sa fille, la jeune princesse Lucille. Lucille était une fille courageuse et curieuse, pleine d'esprit et de vivacité. Quand son père lui expliqua la situation, elle ne put s'empêcher de se porter volontaire. « Je serai celle que vous ramènerez au monstre poilu, père !» déclara-t-elle, le sourire aux lèvres. Le roi, touché par le courage de sa fille, hésita un moment, mais accepta finalement. « Très bien, Lucille. Si c'est ton choix, je le respecte. » Le roi et la princesse Lucille retournèrent dans la forêt et se dirigèrent vers la caverne du monstre poilu. La créature attendait patiemment, affamée et impatiente. Lorsque Lucille entra dans la caverne, elle découvrit le monstre poilu. « Ah, te voilà, humaine. Ton père m'a promis que tu serais ma proie, » dit le monstre. Lucille répondit avec une détermination inattendue. « Je suis prête, mais avant ça, j'ai une condition. Si tu veux me manger, tu dois répondre à une question. » Le monstre poilu, curieux, accepta la proposition de Lucille. « D'accord, pose ta question. » Lucille sourit malicieusement. « Pourquoi es-tu si poilu ?» Le monstre, quelque peu déconcerté, répondit. « Je suis poilu parce que c'est ma nature. » Lucille, impertinente, ajouta. « Et pourquoi tes pieds sont si petits ?» Le monstre poilu commença à bouillir de frustration. Il n'avait jamais été confronté à une telle insolence. « Mes pieds sont petits parce que c'est la manière dont je suis fait. » Lucille continua imperturbable. « Et pourquoi tes bras sortent-ils de tes oreilles ?» La patience du monstre poilu avait atteint ses limites. Il rugit de colère et fit trembler la caverne. « Assez! Je ne peux plus supporter ton impertinence !» Lucille ne se laissait pas démonter, rajouta un dernier détail moqueur. « Oh, tu veux dire que tu as des poils jusqu'aux oreilles ?» À cet instant, le monstre poilu éclata de colère. Il était tellement en colère qu'il en oublia sa faim et sa promesse. La caverne se remplissait de bruit et de tremblements. Soudain, le monstre poilu se mit à changer. Ses poils se multiplièrent, recouvrant son corps jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une boule de poils géante. Puis, avec un éclair de lumière, la transformation fut complète. À la place du monstre poilu se tenait un énorme chaton poilu, tout doux et mignon. Lucille, souriante, caressa le chaton géant. « Je savais que sous cette apparence effrayante, tu étais en réalité quelqu'un de spécial. Tu ne voulais pas me manger, n'est-ce pas ?» Le chaton miaula doucement en signe d'approbation. Le roi, qui avait attendu avec anxiété à l'extérieur de la caverne, entra et fut étonné de voir le chaton géant
à la place du monstre poilu. Lucille expliqua tout au roi, et il fut heureux que sa fille ne soit pas dévorée par la créature, mais plutôt qu'elle ait trouvé un ami inattendu. Le roi, Lucille et le chaton géant quittèrent la forêt et retournèrent au château. La princesse Lucille avait réussi à apaiser le monstre poilu grâce à son esprit vif et à son impertinence. Le chaton devint un ami précieux pour Lucille et une mascotte bien aimée du royaume. Chaque jour, ils partageaient des aventures et des moments heureux. Ainsi se termine l'histoire du monstre poilu, une histoire d'aventure, d'ingéniosité et d'amitié. Le monstre du bazar. Il était une fois, dans une petite maison au toit rouge, 3 frères et sœurs, Laurie, Max et Thomas. Leur chambre ressemblait souvent à un véritable bazar. Des jouets éparpillés, des livres entassés, des vêtements en désordre. C'était le royaume du chaos. Les enfants aimaient jouer, mais ils aimaient encore plus chercher leurs jouets préférés. Un jour, tandis que le soleil se couchait doucement derrière les montagnes, les 3 enfants décidèrent de partir à la recherche de leur trésor caché. Lucie cherchait son ours en peluche, Max cherchait sa voiture de course et Thomas cherchait son livre de contes préféré. Ils fouillèrent sous le lit, dans le placard, derrière la commode, mais leurs jouets semblaient avoir disparu. Finalement, fatigués et frustrés, ils s'assirent sur le sol au milieu du désordre. C'est alors que quelque chose d'incroyable se produisit. Le désordre dans la chambre se mit à tourbillonner et à s'agiter. Les jouets, les livres et les vêtements commencèrent à voler dans les airs, formant un tourbillon de chaos au-dessus de leur tête. Au cœur de ce tourbillon, un monstre effrayant apparut. C'était le monstre du désordre, une créature hideuse faite de vêtements enchevêtrés, de jouets cassés et de livres déchirés. Ses yeux brillaient d'un rouge sinistre et ses bras étaient faits de pantoufles égarées. « Qui ose perturber mon royaume du désordre ?» rugit le monstre d'une voix tonitruante. Laurie, Max et Thomas étaient pétrifiés de peur. Le monstre du désordre avait l'air affamé et se dirigea vers eux en traînant ses énormes pieds. « Je vais vous croquer les pieds !» cria-t-il en tendant ses bras tordus vers les enfants. Terrifiés, les 3 frères et sœurs se mirent à crier et à courir en tous sens, essayant d'échapper au monstre qui les poursuivait. Finalement, les enfants se réfugièrent sous le lit, le monstre du désordre juste à l'extérieur. Ils étaient pris au piège et il semblait que le monstre allait les attraper à tout moment. C'est alors que Lucie eut une idée. Elle saisit une paire de chaussettes et les lança sur le monstre.
Les chaussettes s'enroulèrent autour de lui comme des lianes, l'immobilisant. Le monstre du désordre se débattit, mais il ne pouvait pas se libérer des chaussettes magiques. Les enfants réalisèrent que le désordre dans leur chambre était en réalité une source de pouvoir. Plus le désordre augmentait, plus le monstre devenait puissant. Ils se serrèrent la main et commencèrent à ranger leur chambre, remettant chaque chose à sa place. À chaque jouet remis dans le coffre, à chaque livre replacé sur l'étagère, le monstre du désordre perdait de sa force. Les enfants travaillèrent ensemble avec détermination et bientôt leur chambre ressembla à un endroit propre et bien rangé. Le monstre du désordre, désormais faible et impuissant, se mit à pleurer. Je ne suis plus le monstre du désordre. Je suis le monstre de la propreté, sanglota-t-il. Les enfants comprirent que le monstre n'était pas vraiment méchant, mais qu'il représentait simplement les conséquences du désordre. Ils décidèrent de l'aider à redevenir lui-même en rangeant leur chambre tous les jours. Au fil des jours, les enfants découvrirent que leur chambre bien rangée avait des avantages incroyables. Ils pouvaient trouver leurs jouets en un clin d'œil, lire des livres sans les abîmer, et leurs vêtements étaient toujours propres et prêts à être portés. De plus, le monstre de la propreté les récompensait en transformant parfois leurs jouets en créatures magiques qui prenaient vie pendant la nuit afin de jouer avec eux. Les enfants apprirent à apprécier l'ordre et la propreté et ils passèrent de merveilleux moments à jouer dans leur chambre magique. Un jour, alors que Laurie, Max et Thomas jouaient tranquillement dans leur chambre, le monstre de la propreté apparut avec une idée. Il avait entendu parler d'un autre monde, le monde du bazar, où régnait un terrible monstre du désordre. Le monstre du désordre du monde du bazar était si puissant qu'il menaçait de tout engloutir dans le chaos. Le monstre de la propreté demanda aux enfants de l'aider à sauver ce monde en ramenant l'ordre et la propreté. Les enfants acceptèrent le défi et se mirent en route pour une aventure incroyable dans le monde du bazar. Le monde du bazar était un endroit étrange et merveilleux. Les rues étaient remplies de jouets volants, les arbres étaient faits de chaussettes enchevêtrées et les maisons étaient construites avec des blocs de construction géantes. Waouh! Le monstre du désordre était une créature terrifiante, faite de confettis tourbillonnants. Il riait sans cesse en semant le chaos partout où il passait. Les enfants, avec l'aide du monstre de la propreté, se lancèrent dans une bataille épique pour ramener l'ordre dans le monde du bazar. Ils rangeaient les jouets, pliaient les vêtements et replaçaient les livres dans les bibliothèques. La bataille faisait rage et le monstre du désordre était furieux. Il lança des boules de fil emmêlées et des tornades de papier volant pour les arrêter. Mais les enfants étaient déterminés et ils n'abandonnèrent pas. Finalement, le monstre du désordre fut cerné. Il pleura des larmes de confetti et se transforma en une créature joyeuse et amicale. Je ne savais pas que l'ordre pouvait être si agréable,
s'exclama-t-il. Le monde du bazar se transforma sous leurs yeux en un endroit propre et bien rangé. Les habitants du monde les remercièrent pour avoir apporté l'harmonie dans leur vie. Les enfants et le monstre de la propreté retournèrent chez eux. Mais cette fois-ci, ils savaient que l'ordre était une chose précieuse. Ils continuèrent à ranger leur chambre tous les jours et à vivre des aventures magiques avec leurs jouets animés. La chambre des enfants était devenue un endroit où l'imagination pouvait s'épanouir et où les rêves prenaient vie. L'ordre régnait désormais en maître. Les enfants avaient appris que le désordre pouvait créer des monstres, mais aussi des mondes magiques. Ils avaient découvert que l'ordre était une force puissante qui pouvait transformer la vie en quelque chose de merveilleux. Ils savaient désormais que l'ordre n'était pas ennuyeux, mais magique. Chaque jour était une aventure dans le monde du bazar et au-delà, où les rêves devenaient réalité. Et ainsi, Laurie, Max et Thomas vécurent heureux dans leur chambre enchantée, sachant que le pouvoir de l'ordre pouvait les emmener partout où leur imagination les conduirait, que ce soit dans le monde du bazar ou au-delà. Au sommet d'une montagne haute et lointaine, cachée parmi les nuages et la neige éternelle, se trouvait le château du géant de glace. C'était un palais scintillant, tout fait de glace, avec des tours qui brillaient comme des diamants sous le soleil d'hiver. Le géant qui y vivait était grand et imposant, avec une barbe aussi blanche que la neige qui l'entourait. Il gardait l'hiver captif, serrant le froid contre son cœur, aussi gelé que son royaume. En bas de la montagne, le village grelottait sous un manteau de neige qui ne semblait jamais fondre. « Ah, si seulement le printemps pouvait nous rendre visite !» soupiraient les villageois, rêvant de fleurs et de chaleur. Un jour, une petite fille nommée Claire, emmitouflée dans son manteau le plus chaud, levait les yeux vers la montagne. « Je me demande si le géant de glace est vraiment aussi froid que l'hiver qu'il garde, » dit-elle avec un sourire malicieux. « Peut-être a-t-il juste besoin d'un ami pour réchauffer son cœur ?» Les villageois riaient doucement. « Ha! Ha ha !» Claire, tu as toujours de ces idées, disait-il. Mais Claire, avec un éclat d'aventure dans les yeux, savait déjà qu'elle devait découvrir la vérité par elle-même. Au village, sous la grande ombre de la montagne, les histoires circulaient comme les feuilles portées par le vent. L'une d'elles parlait d'un géant, gardien de l'hiver éternel, grand et silencieux, qui vivait dans un château de glace. Un soir, autour du feu, Claire, une petite fille aux yeux pétillants d'aventure,
écoutaient les villageois. « Le géant est si grand que lorsqu'il se promène, ses pas font trembler la terre !» disait l'un, enjolivant son récit. « Et son château, comme il brille sous la lune, tout de glace, comme s'il était fait de diamants !» ajoutait un autre, les yeux brillants d'émerveillement. Claire se mit à rire doucement. « Mais, si le géant est si triste, pourquoi ne lui rendons-nous pas visite ? Peut-être a-t-il simplement besoin d'un ami ?» Les villageois échangèrent des regards surpris. « Oh, Claire, c'est une montagne bien difficile à escalader. Et qui sait ce que le géant pourrait faire si on venait le déranger ?» Mais Claire, avec un sourire espiègle, chuchota plus à elle-même qu'aux autres. « Peut-être que tout ce dont il a besoin, c'est d'un peu de chaleur dans son grand cœur de glace. » Claire, avec son petit sac de provisions et un cœur débordant de courage, commença son ascension vers le château de glace. La montagne était abrupte et le vent sifflait des chansons qui auraient fait frissonner même les ours en hibernation. En chemin, elle rencontra un lapin frileux emmitouflé dans un bonnet de laine. « Où vas-tu donc par ce froid glacial ?» demanda le lapin, ses moustaches frémissantes de curiosité. « Je vais voir le géant de glace !» répondit Claire, les yeux scintillants d'excitation. Le lapin écarquilla les yeux de surprise. « Vraiment ? Oh, mais c'est un voyage bien dangereux pour une petite fille !» Claire se mit à rire. « Oh, j'ai froid. Oh, oui, peut-être, mais j'ai apporté un bonnet supplémentaire, » dit-elle, en sortant de son sac un petit bonnet coloré. Avec un sourire, elle le posa sur la tête du lapin, qui se sentit aussitôt plus chaud et plus courageux. « Eh bien, dans ce cas, laisse-moi te montrer le chemin jusqu'au sommet. » Et ensemble, ils continuèrent. Claire marchant fièrement, guidée par le petit lapin à travers la neige et le vent, jusqu'à ce que le majestueux château de glace apparaisse, étincelant comme un rêve éveillé sous le soleil d'hiver. Une fois entrés dans le château de glace, tout était calme et silencieux, à l'exception du craquement des glaçons. Claire trouva le géant assis tout seul, contemplant un petit feu de glace qui ne réchauffait pas, mais brillait d'une douce lumière bleue. « Bonjour, monsieur géant !» dit Claire d'une voix douce, mais assez forte pour briser le silence. Le géant tourna lentement sa tête vers elle surpris. « Bonjour, petite fille, que fais-tu dans mon château de glace ?» Claire s'approcha, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Je suis venue pour voir pourquoi vous gardez l'hiver avec vous. Ne préférez-vous pas le printemps avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux ?» Le géant soupira, une buée de glace s'échappant de ses lèvres. « Non, le printemps est beau, mais mon cœur est trop froid pour le sentir. L'hiver est tout ce que je connais. »
Claire rit légèrement. Peut-être avez-vous juste besoin de quelqu'un pour vous montrer la chaleur? L'amitié peut faire fondre même les cœurs les plus glacés. Le géant la regarda, un début de curiosité dans ses yeux. « Et tu crois que tu pourrais être cet ami ?» « Bien sûr !» s'exclama Claire. « Commencez par me raconter une histoire de votre château, et nous verrons comment monter le thermostat de ce cœur glacé. » Au fil des jours, Claire et le géant partagèrent des histoires et des rires. Le château de glace, autrefois silencieux, résonnait maintenant de leur gaieté. Un matin, Claire invita le géant à jouer à un jeu qu'elle appelait « Chasse au trésor printanier » dans les couloirs glacés. « Mais nous sommes entourés de glace !» s'exclama le géant, un sourcil levé d'incrédulité. Claire sourit malicieusement. « Ah, mais le vrai trésor est de trouver la chaleur dans nos cœurs !» Intrigué, le géant accepta. Ils cherchèrent ensemble et à chaque éclat de rire, un flocon de neige fondait et un bourgeon de fleurs de glace s'ouvrait. Peu à peu, le cœur du géant se réchauffa et avec lui, le château commença à changer. Les murs de glace scintillaient d'une lumière plus douce et de petits ruisseaux de fonte murmuraient des mélodies printanières. « Regarde, Claire !» s'écria le géant un jour, montrant un bouton de fleurs de glace éclos. « Même ici, le printemps peut grandir. » Claire sourit. « Vous voyez ? Même le plus grand des géants de glace peut apporter le printemps s'il ouvre son cœur. » Le géant se mit à rire. Un son profond et joyeux qui résonna à travers les montagnes, annonçant le début d'un nouveau printemps. Quand le géant et Claire sortirent du château, ils furent accueillis par un spectacle merveilleux. Partout où leur regard se posait, la neige avait fondu, laissant place à un tapis de fleurs sauvages. Les arbres, libérés de leur manteau de givre, étiraient leurs branches comme pour embrasser le ciel. Les villageois, émerveillés, s'étaient rassemblés au pied de la montagne, leurs yeux grands ouverts devant la transformation. En voyant le géant descendre vers eux, certains reculèrent par peur, mais Claire prit sa main, un geste simple qui parlait plus que les mots. « Le géant a apporté le printemps !» s'écria-t-elle joyeusement. « Il a un grand cœur, plein d'amour et de chaleur. » Un petit garçon, poussé par la curiosité, s'approcha et offrit au géant une fleur. Le géant s'accroupit pour le remercier, un sourire doux illuminant son visage. Les villageois, touchés, commencèrent à chanter et à danser, célébrant le retour du printemps et la nouvelle amitié entre eux et le géant. « Merci, Claire, » dit le géant, sa voix empreinte d'émotion. « Tu m'as appris que
Même le cœur le plus gelé peut fondre avec un peu d'amour. » Et depuis ce jour, le printemps revint chaque année, plus beau que jamais, car il était nourri par l'amitié véritable entre une petite fille et un géant de glace. Chapitre 1. La rentrée à l'école des monstres. Le soleil se levait doucement derrière les montagnes escarpées, baignant la cour de l'école des monstres attachants dans une lumière dorée. Les élèves, aux formes et apparences diverses, se rassemblaient avec enthousiasme pour une nouvelle année scolaire. Cristal, le kraken hypersensible aux bras tentaculaires, s'approcha de Darius le dragon, dont les écailles scintillaient au soleil naissant. « Salut Darius! Tu as de nouvelles blagues pour aujourd'hui ?» demanda Cristal, ses tentacules chatouillant l'air. Darius éclata de rire, une bouffée de fumée s'échappant de ses narines. « Bien sûr, Cristal, voici une pour toi. Pourquoi les dragons n'aiment-ils jamais jouer aux cartes? Parce qu'ils sont toujours tentés de brûler les as. » Cristal éclata de rire, ses yeux pétillants d'amusement. « Tu es vraiment le meilleur, Darius !» Les autres élèves, des créatures aux apparences et caractéristiques tout aussi uniques, se rassemblèrent autour d'eux, excités à l'idée de cette nouvelle année à l'école des monstres attachants. Chapitre 2. Cours de vol avec Griffe. Le soleil était désormais bien haut dans le ciel, et les élèves de l'école des monstres attachants se dirigèrent vers le terrain d'entraînement pour le cours de vol avec Griffe, le griffon empathique aux ailes majestueuses. Griffe s'éleva gracieusement dans les airs, les plumes de ses ailes brillant au soleil. Il leur adressa un sourire chaleureux. « Bienvenue, chers élèves! Aujourd'hui, nous allons explorer les merveilles du vol! » Pour les élèves qui possédaient des ailes, ils bâtirent des ailes avec enthousiasme, mais certains eurent du mal à s'élever. Yeta, le Yéti au grand cœur, se tourna vers Sophia, le sphinx intelligent. « Sophia, tu pourrais peut-être nous donner un conseil pour voler plus facilement ?» demanda-t-il, affichant une expression compatissante. Essayez de visualiser où vous voulez aller, puis ressentez la brise vous porter. Le vol commence dans votre esprit. Sophia inclina la tête, réfléchissant. Les élèves suivirent les conseils de Sophia, fermant les yeux pour imaginer le vent sous leurs ailes. Peu à peu, ils commencèrent à s'élever dans les airs, leurs visages s'illuminant de joie à chaque mètre gagné. Griffe les observa avec fierté, sachant qu'ils progressaient dans leur voyage à l'école des monstres attachants. Chapitre 3. L'atelier de cuisine de Théo. Le soleil atteignait son zénith lorsque les élèves de l'école des monstres attachants se dirigèrent vers l'atelier de cuisine de Théo le troll. Une délicieuse odeur planait déjà dans l'air. Théo, avec son tablier taché, se tenait devant sa marmite fumante. Il distribua des bols de soupe aux élèves affamés. Cristal,
le kraken hypersensible, se lécha les lèvres. Théo, comment fais-tu pour que ta soupe soit toujours si délicieuse? Théo sourit en remuant sa louche dans la marmite. Théo sourit en remuant sa louche dans la marmite. La clé cristal, c'est l'amour. J'y mets tout mon cœur et cela se ressent dans chaque saveur. Les élèves savourèrent la soupe, les arômes savamment mélangés, les transportant dans un tourbillon de délices. Les papilles de chacun s'épanouirent et un sentiment de chaleur et de camaraderie imprégna l'atelier de cuisine de Théo, où les monstres attachants se régalaient dans sa cuisine divine. Chapitre 4. Une énigme de Sophia. Le lendemain, dans la salle de classe de l'école des monstres attachants, Sophia, le sphinx au savoir immense, avait préparé une énigme pour ses camarades. Elle se leva devant la classe, un sourire énigmatique aux lèvres. Je vais vous poser une énigme, mes amis. Écoutez bien. Je suis une énigme sans fin. Une question sans réponse. Qui suis-je? Darius le dragon leva la main avec enthousiasme. Une énigme sans fin. Sophia acquiesça, ses yeux brillants d'approbation. Exact, Darius. Vous avez l'œil pour les mystères. Les camarades applaudirent et se regardèrent avec des expressions de satisfaction. Sophia avait cette manière unique de stimuler leur esprit et de les pousser à réfléchir. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles l'école des monstres attachants était un endroit si extraordinaire, où l'apprentissage était un plaisir constant. Chapitre 5. Les câlins de cristal. Le soleil se couchait lentement sur l'école des monstres attachants, créant un spectacle de couleurs chatoyantes dans le ciel. Les élèves s'étaient rassemblés dans la cour après une journée bien remplie. Cristal, le kraken hypersensible aux bras tentaculaires, remarqua que Griffe, le griffon empathique, avait l'air triste. Il s'approcha de lui, inquiet. Griffe, ça ne va pas? Besoin d'un câlin? Demanda Cristal, ses tentacules se balançant doucement. Griffe hocha la tête, un léger renflement dans la gorge. Cristal enveloppa doucement ses bras tentaculaires autour de Griffe, créant une étreinte réconfortante. Les ailes majestueuses de Griffe se déployèrent légèrement pour accueillir le geste d'affection. Une chaleur apaisante remplit l'air alors qu'ils se câlinaient, rappelant à tous que, même à l'école des monstres attachants, où l'apparence pouvait être intimidante, l'amitié et la compassion régnaient en maître. Les élèves regardaient ce moment avec tendresse, comprenant que les câlins de Cristal étaient comme une douce brise, apportant du réconfort et de la chaleur à ceux qui en avaient besoin. Chapitre 6. Une leçon d'empathie avec Griffe.
Un après-midi ensoleillé, dans la salle de classe de l'école des monstres attachants, Griffe, le griffon empathique aux ailes majestueuses, se préparait à enseigner une leçon d'empathie. Il regarda ses camarades d'un air bienveillant. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir de l'empathie, la capacité à comprendre ce que les autres ressentent. C'est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez acquérir. Yéta, le Yéti au grand cœur, qui était assis à côté de Théo le troll, leva la main. Théo, comment te sens-tu aujourd'hui? Théo, le troll cuisinier, réfléchit un moment. Je me sens bien, Yéta. Merci de demander. Un sourire d'appréciation se dessina sur le visage de Yéta. Cette simple question et la réponse honnête de Théo témoignaient de la manière dont l'empathie était enseignée et pratiquée à l'école des monstres attachants, créant des liens solides entre les élèves et renforçant l'idée que l'acceptation et la compréhension étaient les piliers de leur communauté. Chapitre 7. La leçon de courage de Darius. Un matin brumeux, les élèves de l'école des monstres attachants se rassemblèrent dans la salle de classe pour la leçon du jour. Darius, le dragon plein d'humour, se tenait devant eux, ses yeux flamboyants d'énergie. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de courage, annonça Darius avec passion. Le courage, c'est affronter l'inconnu avec un sourire. C'est faire face à nos peurs et surmonter les obstacles. Sophia, le sphinx intelligent, leva la main. Peux-tu nous raconter une de tes aventures courageuses? Darius se mit à raconter une histoire captivante de ses voyages, de rencontres avec des créatures mystérieuses et de défis qu'il avait relevés avec détermination. Les élèves l'écoutaient avec admiration, sentant l'excitation monter en eux. À la fin de son récit, Darius les encouragea. Chacun de vous est capable de faire preuve de courage à sa manière. Le courage se trouve en chacun de nous et c'est ce qui nous rend forts et uniques. La classe était remplie d'une énergie contagieuse. Les monstres attachants, se sentant prêts à relever tous les défis qui les attendaient à l'école des monstres attachants. Chapitre 8. Le concours de blagues de Darius. C'était un après-midi ensoleillé. La cour de l'école des monstres attachants était remplie de rires et d'anticipation. Darius, le dragon aux écailles scintillantes, avait organisé un concours de blagues pour divertir ses élèves. Mes amis, bienvenue au concours de blagues de Darius, annonça-t-il avec un sourire espiègle. Préparez-vous à rire aux éclats. Les élèves se pressaient autour de Darius, impatients de partager leurs blagues les plus hilarantes. Chacun y allait de sa meilleure vanne. Sophia, le sphinx intelligent, leva la main.
Darius, tu devrais essayer celle-ci. Pourquoi les dragons n'ont-ils jamais de rhume? Parce qu'ils éternuent toujours du feu. Darius éclata de rire, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. Sophia, tu es vraiment douée pour les blagues. Le concours se poursuivit avec des éclats de rire et des jeux de mots amusants, montrant que, même en étant différents les uns des autres, les monstres attachants partageaient un sens de l'humour contagieux. Ce moment léger renforçait leur amitié et leur joie de vivre à l'école des monstres attachants. Chapitre 9. Le spectacle de talent de l'école. La fin de l'année approchait à l'école des monstres attachants et l'excitation montait. Les élèves avaient organisé un spectacle de talent pour célébrer leurs compétences et talents uniques. Cristal, le kraken hypersensible, monta sur scène en premier. Il chanta une chanson émouvante qui fit vibrer les cœurs de l'auditoire. Ses bras tentaculaires semblaient danser au rythme de la mélodie. Théo, le troll cuisinier, suivit en préparant un festin délicieux. Les saveurs délicates remplissaient l'air, faisant saliver les spectateurs. Chaque bouchée était une explosion de saveurs exquises. Yeta, le yéti au grand cœur, fit une danse gracieuse qui était à la fois élégante et captivante. Sa taille imposante contrastait avec sa grâce naturelle. Sophia, le sphinx intelligente, présenta une énigme complexe qui laissa l'auditoire perplexe. Les élèves se grattaient la tête, cherchant la réponse. Griffe, le griffon empathique, quant à lui, conclut le spectacle en partageant un moment de tendresse, en démontrant la puissance de l'empathie. Le spectacle de talent était un moment inoubliable, rappelant à tous que chaque monstre attachant avait des compétences spéciales à partager, créant une communauté riche en diversité et en talent à l'école des monstres attachants. Chapitre 10. La fin de l'année scolaire. Le jour de la fin de l'année scolaire était arrivé à l'école des monstres attachants. Les élèves se rassemblèrent dans la cour pour une cérémonie spéciale. Griffe, le griffon empathique, prit la parole avec émotion. Nous sommes une famille, un groupe de monstres attachants qui ont appris ensemble, ri ensemble et grandi ensemble. Théo, le troll cuisinier, fit un signe de la tête et ajouta. Nous sommes tous différents, mais c'est ce qui fait de nous une communauté unique. Yeta, le yéti au grand cœur, sourit chaleureusement. Nous avons appris à embrasser nos différences et à célébrer ce qui nous rend spéciaux. Les élèves se serrèrent dans des étreintes amicales, des tentacules
des ailes et des bras se mêlant dans un geste d'amitié sincère. Les sourires et les regards complices témoignaient du lien indéfectible qui s'était formé entre eux à l'école des monstres attachants. La cérémonie de clôture n'était pas un adieu, mais plutôt une affirmation de leur amitié durable, prouvant une fois de plus que, dans ce monde magique où les apparences étaient trompeuses, l'acceptation et l'amour étaient les valeurs fondamentales qui les unissaient. Léo et Lila étaient des frères et sœurs inséparables, toujours à la recherche d'une nouvelle aventure. Un jour, alors qu'ils se préparaient pour l'école, une odeur nauséabonde envahit la maison. Léo fronça le nez et regarda sa sœur avec une grimace. « Oh, c'est insupportable! Ça vient d'où ?» Ils suivirent l'odeur jusqu'au placard à chaussures. À l'intérieur, une paire de baskets puait tellement que les mouches tournaient autour. En fouillant pour trouver la source exacte, Lila découvrit une petite créature verte et poilue recroquevillée dans un coin. « Bonjour !» dit-elle avec douceur. La créature leva les yeux, révélant de grands yeux tristes. « Je m'appelle Sniffle, dit-elle en reniflant. Et je suis un monstre du placard à chaussures. » Sniffle expliqua qu'il avait été exilé de son royaume magique à cause des mauvaises odeurs. Léo et Lila, intrigués et amusés, écoutèrent attentivement. « Si nous ne trouvons pas un moyen de nettoyer cette odeur, je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Oh. » soupira Sniffle. Léo et Lila échangèrent un regard complice. « Nous allons t'aider, Sniffle !» dit Léo avec détermination. « Nous allons rendre ce placard aussi propre que possible et te ramener chez toi. » Ainsi commença leur aventure, une quête hilarante pour redonner fraîcheur et propreté au placard à chaussures et à aider leur nouvel ami à retrouver son royaume perdu. Sniffle guida Léo et Lila à travers un portail caché au fond du placard à chaussures. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent dans un monde souterrain magique. Le royaume des odeurs, autrefois resplendissant, était maintenant enveloppé de nuages gris et nauséabonds. Des fleurs fanées pendaient tristement et les habitants, de petites créatures colorées, se promenaient en se bouchant le nez. Léo et Lila regardèrent autour d'eux avec émerveillement et horreur. C'était autrefois un endroit magnifique, expliqua Sniffle tristement. Mais les mauvaises odeurs ont tout envahi, rendant la vie insupportable. Ils rencontrèrent le roi Éclat, un être lumineux qui tenait un mouchoir parfumé sous son nez. « Ah, Sniffle, tu es revenu, et avec des alliés humains !» s'exclama le roi avec espoir. « Nous devons trouver les ingrédients de fraîcheur pour sauver notre royaume. » Sniffle hocha la tête. Léo et Lila m'ont promis de m'aider. Nous devons trouver le savon magique, le déodorant de cristal et la bouteille de parfum des fleurs dans le monde humain. Le roi Éclat leur donna une carte enchantée et des provisions pour leur quête. Bonne chance, mes amis. Notre avenir repose entre vos mains. Avec une détermination renouvelée, Léo, Lila
et Snifle se préparèrent à retourner dans le monde humain, prêts à affronter les défis et à récupérer les précieux ingrédients pour restaurer la splendeur du royaume des odeurs. De retour dans le monde humain, Léo, Lila et Snifle commencèrent leur quête pour trouver les ingrédients de fraîcheur. Leur première destination était la salle de bain où se cachait le savon magique. Ils furent accueillis par Captain Canard, un canard de bain géant et joyeux qui les défia à un concours de bulles. Après une bataille hilarante de mousse et de rire, ils remportèrent le savon magique. Ensuite, ils se dirigèrent vers la chambre de leurs parents pour trouver le déodorant de cristal. Là, ils rencontrèrent le mystérieux gardien du déodorant, un hibou sage qui parlait en énigme. Pour obtenir le précieux déodorant, ils durent résoudre des devinettes complexes et apprendre l'importance de rester frais et propre tout au long de la journée. Leur dernière étape les mena dans le jardin, à la recherche de la bouteille de parfum des fleurs. Ils tombèrent sur la fée des parfums, une petite créature ailée qui s'occupait des fleurs avec soin. Elle leur proposa un défi, celui de créer un bouquet de fleurs parfait pour prouver qu'ils comprenaient l'importance des bonnes odeurs. Léo et Lila cueillirent des fleurs parfumées et arrangèrent un magnifique bouquet, gagnant ainsi la bouteille de parfum des fleurs. Avec les 3 ingrédients de fraîcheur en main, ils retournèrent triomphalement au royaume des odeurs. « Nous avons ce qu'il nous faut pour sauver votre royaume, Snifle !» dit Lila en brandissant les ingrédients magiques. « L'aventure continue !» De retour dans le royaume des odeurs, Léa, Léo et Snifle furent accueillis en héros. Les habitants, curieux et excités, se rassemblèrent autour d'eux. Le roi éclatant, les yeux brillants d'espoir, s'avança et déclara: « Nos sauveurs sont de retour avec les ingrédients de fraîcheur !» Snifle, avec l'aide de Léo et Lila, commença à utiliser le savon magique. Ainsi, des bulles géantes et scintillantes flottèrent dans l'air, nettoyant et purifiant tout sur leur passage. Les habitants éclatèrent de rire en jouant avec les bulles, oubliant l'espace d'un instant les mauvaises odeurs. Ensuite, ils appliquèrent le déodorant de cristal sur les structures et les arbres du royaume. Une brise fraîche et mentholée se mit à souffler, dissipant les nuages gris et apportant une sensation de fraîcheur à tous. Les fleurs, autrefois fanées, commencèrent à se redresser et à reprendre des couleurs éclatantes. Enfin, Léo et Lila vaporisèrent la bouteille de parfum des fleurs autour du palais. Une pluie fine de paillettes parfumées descendit sur le royaume, enveloppant tout d'un doux parfum floral. Les habitants, respirant profondément, retrouvèrent leur sourire. Le royaume des odeurs est redevenu magnifique, s'exclama le roi éclat, les larmes aux yeux. Merci Léo, Lila et notre cher Snifle. Les 3 amis sourirent, fiers de ce qu'ils avaient accompli. Mais alors qu'ils célébraient leur victoire, un grondement sourd retentit au loin. Dit Snifle: La grande puanteur approche pour une ultime bataille. L'aventure n'était pas encore terminée et une nouvelle épreuve les attendait. Le grondement sourd se transforma en une puissante rafale d'odeurs nauséabondes. Du fond du royaume, la grande puanteur, une créature massive
et terrifiante, faite de fumée sombre et de débris, avançait en rugissant. Ses yeux rouges brillaient de malice alors qu'elle s'approchait du palais. Les habitants terrifiés se réfugièrent derrière Léo, Léa et Sniffle. « Nous devons unir nos forces !» dit Léo en serrant fermement le savon magique. « Nous pouvons la vaincre ensemble !» Sniffle, Lila et Léo se positionnèrent courageusement face à la grande puanteur. Lila pulvérisa la bouteille de parfum des fleurs, créant un nuage parfumé qui fit reculer la créature. Sniffle utilisa le déodorant de cristal, générant ainsi une barrière de fraîcheur. Et enfin, Léo lança des bulles géantes de savon magique, les dirigeant droit sur la grande puanteur. La bataille fut intense et hilarante. La grande puanteur tenta de les submerger avec des nuages toxiques, mais Léo et Léa ripostaient avec des éclats de rire et des éclaboussures de savon. Sniffle, déterminé, utilisa toute sa force pour garder la créature à distance. À un moment critique, la grande puanteur fit un dernier assaut, mais Sniffle, avec un geste héroïque, déversa la totalité du déodorant de cristal sur elle. La créature hurla et se dissipa en un souffle de vent frais et pur. Le royaume était sauvé. Les habitants acclamèrent leur héros, célébrant leur victoire avec une explosion de bulles et de parfums. « Nous l'avons fait !» dit Léo en souriant, les bras autour de Lila et Sniffle. « Le royaume des odeurs est enfin libre !» Le roi Éclat les remercia chaleureusement. « Grâce à vous, nous vivons une nouvelle ère de fraîcheur !» Mais l'aventure n'était pas encore complètement terminée, car le royaume des odeurs allait maintenant entrer dans une période de renaissance et de joie inégalée. Avec la grande puanteur vaincue, le royaume des odeurs renaissait de ses cendres. Les habitants, joyeux et reconnaissants, dansaient et chantaient autour de Léo, Lila et Sniffle. Le roi Éclat, rayonnant de bonheur, s'avança avec une couronne scintillante. « Sniffle, pour ton courage et ta détermination, je te nomme gardien des parfums et protecteur de notre royaume. » Sniffle, ému aux larmes, accepta la couronne avec gratitude. « Merci mes amis, dit-il en se tournant vers Léo et Lila. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » Les trois amis partagèrent un dernier regard complice avant de retourner dans le monde humain. Une fois de retour, Léo et Lila apportèrent leur nouvelle sagesse sur la propreté et l'hygiène à leur famille et à leurs amis. Ils expliquèrent comment une bonne hygiène pouvait transformer la vie quotidienne et apporter du bonheur. Un grand festival de propreté fut organisé dans leur quartier. Les voisins, inspirés par l'histoire des enfants, nettoyèrent leurs maisons et leurs jardins. Partout, des sourires et des rires résonnaient, et l'air était rempli de parfums floraux. Léo et Lila furent acclamés comme les chevaliers de la propreté. Ils racontèrent leur aventure à tous ceux qui voulaient l'entendre, inspirant ainsi une nouvelle génération de petits gardiens de l'hygiène. Un soir, alors que les enfants se couchaient, Sniffle apparut à nouveau, mais cette fois en tant qu'ami. « N'oubliez jamais, dit-il doucement,
qu'un peu de propreté peut rendre le monde plus lumineux et joyeux. Et c'est ainsi que le royaume des odeurs et le monde humain commencèrent une nouvelle ère de fraîcheur, de propreté et de bonheur. Fin de l'histoire, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.